déjà concernant M. Simon Edzo, M. Simon Edzo n'est venu que samedi dernier. Demain, ça aurait fait une semaine jour pour jour. Où il est venu apporter son soutien, où il est venu raviver et redonner de la force à ses collègues. M. Simon Edzo n'a pas participé à aucune action quelle que soit sur le terrain, c'est-à-dire dans les écoles. Mais si vous avez décidé donc d'arrêter M. Simon Edzo, M. Marcel Ibama, qu'ont-ils fait de plus que toutes les centaines d'enseignants qui étaient sur place? La vérité est tout autre. La vérité est que non seulement M. Oligui Nguema a un problème personnel avec M. Marcel Ibama, parce qu'il estime que ce monsieur étant de la même province que lui, notamment du G2, ne devrait pas faire ce qu'il fait, devrait s'aligner derrière tout ce qu'il dit. Et en plus, M. Marcel Ibama est quelqu'un d'extrêmement actif. Nous allons partir et nous rapprocher de l'ordinateur pour savoir ce que dit le droit. Parce qu'en plus, c'est normal, hein, c'est naturel, si jamais, c'est tout à fait normal que les autorités veuillent comprendre par exemple certaines choses et décident d'en savoir un peu plus concernant qui ils veulent. Donc là, ils ont choisi, ils ont déversé leur dévolu sur Marcel Ibama et sur Simon Edzo. Bon. Je pense que la loi a tout un arsenal juridique et toute une procédure pour, lorsqu'il y a des questions, surtout des questions d'ordre judiciaire. Et la première procédure dans ça, c'est adresser une convocation. On adresse une convocation à une personne lorsqu'on veut, par exemple, en savoir plus concernant une situation. Est-ce que le gouvernement gabonais, est-ce que la DGR a adressé une convocation à M. Marcel Ibama ou à M. Edzo, et puis ces derniers n'ont pas déféré à ces convocations? De ce que je sache, du peu que je sache, tant qu'il n'y a pas un crime, tant qu'il n'y a pas un flagrant délit qui nécessite impérativement l'utilisation ou l'intervention de la force publique, on envoie une première convocation. Si le convoqué, si la personne à qui on a adressé la convocation ne se présente pas, on envoie une deuxième convocation. Et en général, sur ces convocations, si la loi est respectée, vous avez l'entête de la structure judiciaire qui vous convoque, vous avez le motif, et vous avez par exemple le numéro de porte ou l'inspecteur ou l'enquêteur que vous devez rencontrer. Et la date, signée, cachetée. Si, ça c'est si la loi est respectée. Donc vous avez une première convocation. Puis une seconde. Et très souvent, il y a une petite mention un peu laconique écrit « Éviter le déplacement des agents ». Si au bout de la deuxième convocation, vous n'avez toujours pas déféré à cette convocation, que ça soit, je ne sais pas, au palais de justice, au tribunal ou dans un commissariat, là, à ce moment, le procureur peut nécessiter un mandat d'amener. Donc, c'est-à-dire un mandat, pas pour vous amener en prison, mais un mandat pour vous amener à vous présenter soit devant lui, soit devant votre enquêteur. Voilà ce que dit la loi. Est-ce que c'est ce qui a été fait pour M. Marcel Ibama? Marcel Ibama ou M. Simon Edzo ont-ils un casier judiciaire au Gabon? Sont-ils connus comme étant des dangereux voyous? Parce que, en général, pour que des unités spéciales de grand banditisme et autres interviennent, non seulement il faudrait l'accord du juge, du procureur, mais en même temps, il faudrait que ce soit des personnes véritablement qui représentent un danger. C'est à ce moment-là qu'on peut, à partir de l'heure légale qui est de 4 heures du matin, c'est à partir de ce moment que ces unités spéciales, que ces, voilà, peuvent procéder à des arrestations et souvent même musclées. Pourquoi ça n'a pas été le cas concernant M. Marcel Ibama? Pourquoi ça n'a pas été le cas? Pourquoi ça n'a pas été respecté? Ou du moins, pourquoi cela a été appliqué concernant M. Ibama ou M. Edzo? Avait-il des informations selon lesquelles M. Simon Edzo, à Ovendo où il était, représentait une menace extrême pour la nation gabonaise? Est-ce que M. Marcel Ibama, qui se déplaçait pourtant librement, sans escorte, sans armes, et qui a eu le temps d'acheter un billet d'avion, devait se rendre à Port-Gentil? Est-ce qu'ils ont eu des informations selon lesquelles, je ne sais pas, ils transportaient une bombe ou au point de l'arrêter comme ça? Ensuite, lorsqu'on les arrête, qu'on les amène à la DGR, lorsqu'on vous met en garde à vue, vous êtes au bout d'un moment auditionné. Au cours de cette audition,
les autorités judiciaires recueillent les informations dont ils ont besoin et qui les ont emmenés à vous interpeller. Puis, ces derniers, les enquêteurs, vous présentent maintenant devant un juge d'instruction ou devant le procureur de la République pour la suite. Alors, monsieur Oligui, expliquez-nous. Si vous avez décidé de les arrêter, c'est parce que vous aviez apparemment déjà des éléments de preuve de vos accusations. Alors, expliquez-nous pourquoi vous les avez trimballés d'abord pendant plusieurs jours de la DGR au palais de justice. Expliquez-nous. Et vous savez que dans une affaire qui défraie la chronique, une affaire nationale telle que celle-ci, le procureur de la République devrait en principe faire une intervention pour expliquer au peuple gabonais ce qui se passe. Expliquez-nous aujourd'hui pourquoi, après toutes les rumeurs que vous avez fait courir, pourquoi on nous parle maintenant de troubles à l'ordre public. Et là, j'en viens. Est-ce que est-ce que le droit à la grève est reconnu par la Constitution gabonaise? La réponse est oui. Est-ce que cette grève a été faite de façon sauvage? La réponse est non, parce que le mouvement SOS Éducation a déposé un préavis auprès du ministère de l'Éducation nationale. Et le ministère l'a accepté. À titre de rappel, parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont la mémoire courte, notamment ceux qui hier étaient dans les mouvements, les milieux associatifs, et aujourd'hui qui sont avec le pouvoir. Beaucoup ont oublié que les associations, les partis politiques, ont obligation d'être légales. Obligation d'être légales, c'est-à-dire être déclarés auprès de la tutelle du ministère de l'Intérieur et avoir un récépissé de dépôt ou tout simplement une quittance lui permettant d'exercer dans le domaine choisi. Association, organisation, ONG ou parti politique. Par contre, un mouvement n'a aucune obligation de se plier à cette formalité administrative. Un mouvement est une action, un mouvement se crée par un ou deux, trois individus, par quelques individus, et en général, le mouvement est porteur de revendications ou d'actions limitées dans le temps. Le mouvement est reconnu par le droit gabonais. Le mouvement est reconnu par l'ONU. C'est d'ailleurs en 2021, c'est d'ailleurs grâce à cela que j'ai créé avec d'autres ce que vous connaissez aujourd'hui, qu'on a appelé le COPIL citoyen. C'était un mouvement citoyen. Et à l'époque, lorsque les autorités d'Ali Bongo, le régime d'Ali Bongo, a voulu nous mettre une espèce de pression en nous faisant comprendre que nous n'étions pas légaux, nous leur avons rappelé la loi. Lorsque nous étions reçus par les institutions FMI ou Banque mondiale, nous l'étions parce que ces institutions nous reconnaissaient en tant que mouvement. Jamais, au final, vous n'avez vu que l'un d'entre nous n'avait été arrêté parce que notre mouvement était illégal. Alors je suis surpris aujourd'hui d'apprendre et de voir des personnes qui ont été avec moi dans ces mouvements, qui viennent nous raconter que SOS Éducation est un mouvement illégal. Alors je vous repose la question, à vous les juristes. Si SOS Éducation a été un mouvement illégal, pourquoi le ministère de l'Éducation nationale a accepté son préavis de grève? Pourquoi des négociations avec quelques individus d'SOS Éducation, des négociations ont été entreprises entre les membres de ce mouvement et le ministre directement au niveau du ministère de l'Éducation nationale, avant que cette dernière ne leur donne ces fonds de corruption qu'on appelle le COCA. Que ces mêmes personnes viennent me dire, viennent nous expliquer pourquoi également Brice Clotaire Oligui Nguema aurait sélectionné les plus faibles de ce mouvement pour soi-disant un dimanche négocier avec eux jusqu'à 4 heures du matin après qu'ils aient bien mangé, bien festoyé, regardé la finale de la Coupe d'Afrique. Vous voyez bien que ces arguments sont tout simplement des arguments fallacieux. Fallacieux. Alors je reviens à M. Marcel Ibama et M. Simon Enzo. Ils ont été présentés comme ça devant le procureur de la République qui a estimé qu'il fallait les maintenir en garde à vue au sein de la DGR pendant 1, 2, 3 jours. Avant que ces derniers ne leur expliquent que voilà, pendant à peu près 9 jours, ils vont devoir faire comme ça la navette. Non, je pense que nous avons subi ça pendant 40 ans. Une justice aux ordres. Nous avons subi pendant 40 ans une manipulation de la justice par les hommes politiques. Nous avons vu là, ces dernières années,
les différents présidents du syndicat, syndicat encore, les différents présidents du syndicat de la magistrature s'offusquaient de cette mainmise des politiques sur les procédures de justice. Rien, mais absolument rien, aujourd'hui, ne justifie non seulement l'arrestation de ces héros, mais en plus leur maintien en détention. Il faudrait quand même que ce pouvoir nous explique qu'est-ce qui justifie le maintien en détention de ces héros. Est-ce des bandits de grand chemin? Est-ce des personnes qui sont récidives, qui auraient violé la loi et qui ont récidivé? Est-ce des personnes qui représentent un risque quant à la suite du dossier? Nous allons lire un peu tout de suite ce que dit le droit. Excusez-moi, je vais rapprocher les caméras, les téléphones. Nous allons un peu lire ce que dit le droit. Voilà. Je vous invite à tous ceux qui voudraient lire comme moi, vous pouvez aller sur Google, vous tapez Code de procédure pénale du Gabon. Assurez-vous d'avoir la version la plus récente. Vous pouvez aussi aller sur les Gabon. Je crois que vous pouvez aussi aller sur le site de la Cour constitutionnelle ou de la justice. Je pense que vous pourrez les retrouver. Donc nous allons lire. Parce que c'est bien de parler, d'expliquer, mais c'est encore mieux de prendre comme base ce que dit la loi de notre pays, afin que chacun puisse juger, soit de la véracité de mes propos, et comprendre en réalité que si ce gouvernement n'avait pas besoin d'incarcérer, d'interpeller et d'incarcérer ces personnes, alors quelles sont les motivations qu'il y a derrière cet acte? Et c'est ça qui va faire l'objet de la suite de ce live. Au Gabon, les articles de loi relatifs à la garde à vue et à la mise à mandat sous dépôt sont principalement issus du Code de procédure pénale. Concernant la garde à vue, qu'est-ce qu'on dit? La garde à vue est définie par l'article 50 du Code de procédure pénale comme une mesure de police permettant de retenir une personne dans un local de police et judiciaire pour une durée limitée. Bébé, tu fais du bruit là. Tu me fais du bruit là. Les personnes pouvant être mises en garde à vue sont les suspects, les témoins, donc toujours l'article 50. La durée de la garde à vue est de 48 heures, renouvelable une fois 48 heures. Expliquez-nous. On vous dit, la garde à vue, c'est 48 heures. Et elle ne peut être renouvelable qu'une seule fois de 48 heures. Donc, ça veut dire que si on vous a pris lundi, 48 heures, là, si on vous a pris lundi, par exemple, à 10 heures, vous avez vous-même calculé. Ça veut dire que normalement, on vous prend lundi, mercredi, soit vous êtes présenté devant le procureur, qui vous relaxe, qui vous fait sortir, soit alors il peut prolonger la garde à vue, mais maximum de 48 heures à nouveau. Donc ça veut dire que si on vous a pris le lundi, et que mercredi, on prolonge encore votre garde à vue, en principe, vendredi, vous devriez sortir. Mais ce qu'il est ressorti de la première audience au tribunal, c'est que pour des besoins d'enquête, M. Simon Edzoué et M. Marcel Ibama étaient trimballés comme ça. On continue. En cas de crime flagrant, non. Donc, voilà, soit un total de 96 heures avec l'autorisation écrite du procureur de la République. Vous qu'on arrête souvent à Libreville, là, ou dans tout le pays, on vous arrête lundi, et comme ça, vos geôliers, les gendarmes ou les policiers, vous libèrent par exemple le samedi, comme ça, sans rien vous dire. Sachez que ce sont des arrestations arbitraires. Parce que vous ne pouvez faire plus de 48 heures ou de 96 heures sans que le procureur de la République ne l'ait accepté. Donc, c'est-à-dire que quand la DGSS vous prend, vous amène dans les sous-sols à la présidence, pour que la DGSS ou même le B2 puisse vous garder plus de 48 heures, il faudrait avoir l'autorisation expresse du procureur de la République. Voilà pourquoi je vous avais dit la dernière fois concernant lorsqu'ils ont kidnappé Bob Mangom. Ayez désormais ce réflexe. Lorsque vous apprenez qu'on a arrêté un de vos proches, votre enfant ou je ne sais trop qui,
Arrangez-vous, faites le tour des postes de police et gendarmerie en présence d'un huissier ou de témoin. Allez-y demander si son nom figure dans la main courante. Faites-le en compagnie d'un huissier de justice parce que lorsqu'on vous arrête, quel que soit l'endroit où on vous arrête, vous devez figurer dans un registre officiel qu'on appelle la main courante. C'est une formalité obligatoire. Mais vous, lorsqu'on vous arrête, si vous voyez que vous ne figurez pas ou qu'on ne vous fait pas, je ne sais pas, on vous demande vos identités pour ça, sachez déjà dans vos têtes que vous êtes dans une arrestation arbitraire. C'est important parce que lorsqu'il s'agira au tribunal, parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait pendant des années, vous disparaissez, et puis vous voyez, on vous voit, vous réapparaissez au palais de justice devant le tribunal, devant le procureur ou un juge d'instruction, souvent après 2 semaines de détention. Si la loi est respectée, ce magistrat ne doit même pas poursuivre, et il ne peut même pas poursuivre la procédure, parce que c'est une procédure illégale. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le code de procédure pénale. Donc, ayez désormais ce réflexe. De telle sorte que, officiellement, si ça se poursuit, vous avez le droit de porter plainte même au procureur de la République qui poursuit ce genre de procédure après que votre proche ait disparu pendant, je vous donne un exemple, l'exemple du petit frère de Thibaut Adjatis, qui a disparu pendant plus d'1 semaine et qui a réapparu comme ça dans des services qu'on a présentés ça et là. Dans ce genre de cas, des plaintes devraient être déposées à toutes les personnes qui ont participé à la privation de liberté de cet individu. L'ONU appelle ça une disparition forcée. C'est considéré comme un kidnapping. Mais vous, au Gabon, vous faites comprendre que c'est normal. On vous a fait l'état de non-droit, vous a fait comprendre qu'on peut vous arrêter le lundi et vous relâcher par exemple le samedi, comme ça, sans rien. En vous disant, de toute façon, si tu parles, on te ramène. C'est ce qu'on appelle un état de non-droit. Merci mon bébé. L'ONU qualifie cela de disparition forcée, de kidnapping, de violation de droits de l'homme. Notre problème au Gabon, c'est que c'est notre méconnaissance, c'est la méconnaissance du peuple qui encourage ces gens à pratiquer ce qu'ils font. Ils disent que les choses ont été restaurées. Eh bien, désormais, chacun doit assumer. Et les kidnappeurs, et les magistrats qui poursuivent des procédures en violation des textes. Parce que devant la loi, ces magistrats sont poursuivables à l'international. Il faudrait que vous le sachiez. Un magistrat qui poursuit une procédure illégale est poursuivable devant la Cour internationale de justice. Retenez-le. Et il faudrait que désormais nous puissions répertorier ce genre d'actes, que nous puissions désormais répertorier les magistrats, les juges d'instruction, les procureurs de la République qui poursuivent des procédures comme ça après des disparitions forcées et des actes de torture. D'ailleurs, c'est le point d'honneur que, comme je vous ai dit, l'association légale que je suis en train de mettre sur place ici va observer à la loupe. Nous serons un observatoire de la bonne gouvernance du Gabon, tant sur le plan économique que sur le plan judiciaire. Et tous les actes de cette nature seront répertoriés. Les noms des magistrats seront connus, publiés, et nous allons comme ça intenter régulièrement des actions en justice contre le Gabon. Oui, qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'on peut prendre un croissant? Oui, vas-y, prends le viennoiserie, mais pas trop. Donc voilà, nous allons répertorier comme ça toutes les violations des droits de l'homme au Gabon. Nous allons les rendre régulièrement publics. Nous aurons un site web en plus d'une page Facebook qui vous informera de tous ces éléments en temps et en heure. Et comme je vous l'ai dit, enfin bref, avançons. Donc, je vais poursuivre concernant les procédures. Maintenant, nous allons entamer, oui, donc il est écrit, je reprends, la durée de la garde à vue est de 48 heures, renouvelable une fois de 48 heures, soit un total de 96 heures, avec l'autorisation écrite du procureur de la République. Donc tout ça, c'est dans l'article 50 du Code de procédure pénale au Gabon. Nous avons, en cas de crime flagrant ou assimilé, écoutez bien, en cas de crime flagrant ou assimilé, la garde à vue peut être portée à 8 jours par décision du procureur de la République. C'est l'article 61. Donc, on vous dit, en cas de crime flagrant ou assimilé, la garde à vue peut faire, on vous dit là, elle peut faire 8 jours par décision du procureur de la République. C'est dans l'article 61. Je viens de vous donner là les 2 cas de la garde à vue au Gabon. Et comment c'est défini? Maintenant, M. Marcel Libama et M.
Simon Edzo, ils entrent dans quel cadre de la garde à vue par rapport à ce que dit le code pénal? Parce que je me rappelle également, pour avoir participé à leur parodie de dialogue national, pour avoir été dans la commission justice droit, les magistrats se plaignaient justement que non seulement on interférait dans le code de procédure pénale, les politiques, qui les imposaient d'envoyer en prison X ou Y personnes, selon qu'ils n'étaient pas en odeur de sainteté, mais surtout que, si l'on se réfère au droit, mais beaucoup de personnes n'iraient pas en prison. Elles seraient tout simplement dehors en attendant soit d'être jugées ou tout simplement, plutôt que d'aller en prison, si elles étaient condamnées, elles devraient être condamnées à des peines d'utilité publique. Le droit que nous faisons au Gabon, c'est la copie conforme du droit français. Moi, je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre. On nous a parlé il n'y a pas longtemps d'un ancien candidat à l'élection présidentielle, d'un ami à Brice Dr Oligui Nguema, qui aurait détourné ou qui serait trempé dans des histoires de détournement ou de vol ou de quoi, de milliards avec des entreprises ou des Chinois au Gabon. On nous l'a présenté devant les médias, en prison, machin. Lui, aujourd'hui, il a donné 28 millions, il se retrouve dehors. Monsieur Marcel Ibama et monsieur Simon Edzo, qui n'ont ni volé, ni détourné de l'argent, ni rien, se retrouvent aujourd'hui à la prison centrale et non pas en liberté provisoire en attendant un éventuel procès. Qui apporterait plus de garanties à être dehors? Des personnes qui sont des Gabonais lambda, qui n'ont pas de compte en banque garni, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas je ne sais pas, qui n'ont jamais acheté de leur vie de voitures coûtant des dizaines de millions, je ne sais trop quoi. Ce sont eux qui, aux yeux de la loi, aux yeux d'Oligui Nguema, représentent un risque au point d'être mis en détention, sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville, comparé par exemple à un homme politique qui, lui, a des dizaines de millions et des dizaines de millions. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose quand même qui est un peu louche, quelque chose qui ne va pas? On continue. Maintenant, concernant, on va un peu lire ce que ce même code de procédure pénale nous dit concernant les droits, vos droits lorsque vous êtes en garde à vue. Le droit de la personne en garde à vue. Droit d'informer un proche ou son employeur. Donc ça veut dire que lorsque vous êtes en garde à vue, dès l'instant où vous avez franchi les portes du lieu où vous êtes détenu, la loi gabonaise, le droit dit que vous avez le droit d'informer un de vos proches. Qu'on nous explique alors pourquoi à chaque fois qu'ils viennent prendre des gens, qu'ils viennent les kidnapper, parce que quand on ne respecte pas les procédures, ça s'appelle un kidnapping, pourquoi ces personnes n'ont jamais le droit de prévenir un de leurs proches par téléphone pour dire, bon, voilà, ok, peace, un instant. Voilà, c'est bon, je t'ai fait monter. Pourquoi ils ne nous disent pas pourquoi les gardes à vue, qui ne sont que des présumés, soit coupables ou je ne sais trop quoi, ou innocents, pourquoi ces derniers n'ont jamais le droit d'appeler des proches et de dire à ces proches où ils se trouvent, ce qu'on leur reproche et autres? Première violation de la loi. Entretenue. Bernard, tu es connecté, non? Va sur YouTube, tu vas voir Eddie Mina qui a fait la formation avec ses OPJ à Gabon 24. J'avais vu Donc, ça. il y a un résumé de 3 minutes où on parle même de ça. Il n'y a pas de motif d'arrestation. Ok. C'est quoi le nom? C'est même qui dit c'est même le procureur à Gabon 24. Il y a 7 jours. Je vais être sur quoi? Gabon 24. Gabon 24. Et donc, quand tu descends, tu vois sur le truc historique, tu vas voir, ils ont dit. Tu mets docteur Eddie Mina, procureur. Mais si tu mets directement sur la barre de recherche, ils ont dit. 2 points, okay. Docteur Eddie Mina. Ok. Ils ont dit, docteur Eddie Mina. Ok, je vois. Mais il y en a plusieurs, hein. Ah, celui de 3 minutes, hein. De 3 minutes, là, on dit il y a 7 jours, ils ont dit docteur Eddie Mina, procureur, machin. Un de 3 minutes 13. 3 minutes 13, c'est ça. Oui. De la nature de l'infraction. Ok, on écoute. Pénale a le droit. C'est dans toute personne gardée à vue a le droit. C'est dans le code de procédure pénale. Au début de la mesure,
d'être informé au début de la mesure, de la nature de l'infraction, des droits qui sont rattachés à cette mesure. C'est une obligation légale. D'ailleurs, cette mention doit figurer dans tout procès verbal. C'est ce que dit l'article 58 du Code de procédure. Est-ce que c'est ce qui est appliqué? Toute personne placée en garde à vue a le droit de prévenir une personne de sa famille ou de son entourage ou son employeur ou son avocat. C'est un droit. Toute personne gardée à vue a le droit d'être examinée par un médecin. N'est-ce pas ce que j'avais dit? À la demande de son avocat, à la demande de l'OPJ ou à la demande d'un membre de sa famille. C'est également un droit. Enfin, toute personne gardée à vue a le droit à l'assistance d'un avocat. Tant que la justice ne s'est pas prononcée, tout individu est présumé innocent. Et hormis même les personnes mises en cause, il arrive même que les victimes, que les photos des victimes soient publiées sur les réseaux sociaux. Donc, je voudrais vous inviter, en ce qui concerne les réseaux sociaux, vraiment appeler votre attention à ne plus divulguer les photos des victimes. Les mises en cause, ce sont des êtres humains comme vous et moi, comme vous et nous. Les mises en cause, ce sont des personnes qui ont des droits. Et des droits qui sont protégés, qui sont garantis par notre Constitution. Ce sont des gens qui devraient être traités avec l'humanité. Parce que demain, ça pourrait être quelqu'un d'autre, ça pourrait être vous, ça pourrait être nous. Donc je voudrais vraiment appeler votre attention, vous inviter au respect des droits de l'homme, au respect des droits humains, dont certaines dispositions en ce qui concerne le traité des Nations Unies ont été reprises et consacrées par la nouvelle Constitution. Voilà. En fait, la présentation était trop longue, mais bon, ça c'est moins résumé. Ça cadre bien avec ce qu'on vit comme situation aujourd'hui. Voilà. Ok, merci Peace and Love. Oh, ça s'est arrêté sur... Attendez un instant. Le live s'est arrêté sur l'autre téléphone. Pourquoi? Donc, vous voyez, c'est exactement ce que je suis en train de lire. Hein. Je ne suis pas en train d'affabuler. Je suis en train de lire le Code de procédure pénale. Et vous avez entendu le procureur Minant, qu'est-ce qu'il dit? Que non seulement c'est notre loi, c'est la Constitution, mais également les lois internationales, l'ONU. Bon, c'est bien. Mais ce que j'aime bien avec Eddie Minal, c'est que c'est quelqu'un qui aime bien lire le droit. Mais c'est lui-même le premier à avoir violé le droit. On a tous vu la violation du droit avec l'affaire Bongo, quand il a été envoyé, etc., etc. Donc pour moi, ce genre d'émission-là, ils le font tout simplement pour le FMI, pour la Banque mondiale, parce que ce sont des obligations de bonne gouvernance pour les États lorsqu'ils vont commander de l'argent. Il faut qu'à l'international, le Gabon puisse dire, nous avons un arsenal juridique aux standards internationaux et nous respectons le droit, nous formons nos officiers. Mais ce sont les mêmes là, Eddie Minal et tous les autres. Lorsqu'on leur apporte comme ça des Marcel Ibama ou des Simon Edzo, ce sont les mêmes qui violent le droit, ce sont les mêmes qui s'assoient sur le droit. D'ailleurs, voilà pourquoi nous sommes là à lire le droit. Donc, je poursuis, j'avance. Et nous allons vraiment aller au cœur. Voilà, donc je disais, comme il disait, le droit des personnes en garde à vue. Droit d'informer un proche ou son employeur. Droit d'être examiné par un médecin. Droit de s'entretenir avec un avocat. Droit de garder le silence. Est-ce que c'est ce qui se passe? Lorsqu'on vous prend, vous n'appelez personne. Vous mourrez de faim, de froid. Vous êtes battu, souvent battu à mort. Bonsoir, Tagassia. Vous êtes souvent battu à mort. Après qu'ils aient fait ça pendant le nombre de jours qu'ils veulent, ils vous amènent maintenant devant le procureur et le procureur vous demande de dire ou de signer ce qu'ils veulent. Voilà les réalités, loin des belles paroles de M. Eddie Minal. Je suis moi-même un exemple vivant. Si aujourd'hui je mène un combat contre l'injustice, c'est parce que moi-même je l'ai vécu à la DGR, où les agents qui sont censés vous protéger, qui sont censés lire le droit, vous disent, oui, on sait que vous avez raison, mais vous emmerdez nos patrons. Donc, signez là si vous ne voulez pas qu'on vous envoie en prison pour 2 ans. Oui, moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu du déferment jusqu'au palais de justice, où le procureur vous dit la même chose.
Et quand vous boudez, comme vous dites, non, je ne signe pas, on vous envoie en jugement. Je l'ai vécu, je suis un témoignage vivant. Je poursuis. Ensuite, la mise sous mandat de dépôt, c'est ce qui nous intéresse concernant M. Libama. La famille, tapotez là, ça rame là, tapotez. La mise sous mandat de dépôt est une décision prise par le juge d'instruction ou le procureur de la République pour placer une personne en détention provisoire. Les conditions de la mise de dépôt sont prévues aux articles 137 et suivant le Code de procédure pénale. Bon, on va lire l'article 137 parce qu'il faut qu'on comprenne pourquoi ils ont mis M. Libama. Il faut qu'on comprenne pourquoi ils ont mis M. Libama et M. Edzo en détention, en mandat de dépôt, sous mandat de dépôt. Il faut qu'on lise ce que dit le droit, et puis on va essayer de comprendre, comparer avec la situation réelle. Voilà. L'article 137 du Code de procédure pénale gabonais stipule que toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Ah bon? Donc on vous met en examen, c'est-à-dire qu'on vous inculpe, mais on nous dit que vous êtes présumé innocent, mais que vous demeurez libre. Cependant, écoutez, hein, c'est-à-dire qu'on peut vous accuser de quelque chose, on vous inculpe, mais vous demeurez libre. Libre. On dit maintenant, cependant, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations de contrôle judiciaire ou, si celle-ci se révèle insuffisante, être assignée à résidence avec surveillance électronique. Bon, ça c'est... En d'autres termes, l'article 109 prévoit qu'une personne mise en examen est libre, reste peut-être... attendez. Voilà, selon le Code de procédure pénale gabonais, une personne peut rester en liberté avant le procès, sous certaines conditions. Donc, c'est-à-dire que ils auraient pu laisser M. Marcel Libama et M. Simon Edzo libres avant, par exemple, le procès, si jamais ils ont décidé de les inculper de je ne sais trop quoi. Tout ça, c'est prévu par la loi. Et on nous dit, donc, sous contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut ordonner un contrôle judiciaire qui peut inclure des obligations telles que se présenter régulièrement au commissariat de police ou à la gendarmerie, ne pas quitter le territoire national, ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes, assignation à résidence. Le juge d'instruction peut assigner la personne à résidence avec ou sans surveillance électronique. Cautionnement. Le juge d'instruction peut exiger un cautionnement pour garantir la comparution de la personne au procès. Les conditions pour bénéficier de ces mesures sont, écoutez bien, si la personne ne présente pas de danger pour la société. Marcel Libama et M. Edzo représentent un danger pour la société? La réponse est non. La personne n'a pas de risque de fuite. Marcel Libama et M. Edzo représentent des risques de fuite, eux qui ont lutté sous Omar, qui ont lutté sous Ali, qui n'ont pas fui, qui ont accepté la brimade. Aujourd'hui, sont-ils un, je ne sais pas, comment dire, aujourd'hui, peuvent-ils être présentés comme des personnes qui seraient susceptibles de fuir? Monsieur Edzo qui est à la retraite et dont la condition de santé n'est plus ce qu'elle était de sa jeunesse, peut-il être aujourd'hui considéré comme quelqu'un qui serait en fuite? Quoi, Monsieur Simon Edzo va quitter le Gabon, va devenir quoi, un exilé politique. Monsieur Libama aussi. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Je poursuis. La personne n'a pas d'antécédents judiciaires graves. Ni l'un ni l'autre ne sont connus des services judiciaires du pays, de justice, comme étant des dangereux criminels ou je ne sais trop quoi. Donc là encore, il case cette coche. Il coche cette case. Ni l'un ni l'autre n'a d'antécédents judiciaires graves, comme le stipule la loi. On continue. La personne est disposée à collaborer avec la justice. Maintenant, après tout ça, le juge d'instruction apprécie ces conditions et décide de la mesure la plus appropriée. C'est l'article 138 du Code pénal. Voilà. Je reviens maintenant ici. Nous avons lu ce que dit la loi. Chaque Gabonais peut aller, comme moi, lire le Code de procédure pénale. Alors dites-moi, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que ces deux personnes sont maintenues
en détention si ce n'est tout simplement de l'acharnement? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que ces deux personnes, après ne pas avoir violé la charte, ni les chartes, ni les statuts des syndicats auxquels ils appartiennent, auxquels ils sont conseillers stratégiques, qui leur donnaient la possibilité, le mandat d'interagir avec SOS Éducation? Qu'est-ce qui expliquerait que ces personnes qui n'ont ni violé la loi, qui n'ont ni troublé l'ordre public, et là j'en viens tout de suite, le trouble à l'ordre public, qui n'ont ni troublé l'ordre public, qui n'étaient pas sur la voie publique. Rappelez-vous que cette réunion de SOS Éducation devait avoir lieu à Martine-Oulabou. Le pouvoir a utilisé de superfuge pour empêcher la tenue de cette réunion à Martine-Oulabou. Les enseignants ont accepté. Les enseignants ne sont pas allés forcer les portes de Martine-Oulabou. Ils sont partis dans un lieu privé, fermé, payant. Parce que le terrain de basket, où vous avez vu que cette tenue, cette assemblée est un lieu public, un lieu privé payant. Donc, c'est-à-dire que les enseignants ont payé pour être dans cet endroit. Ils n'étaient pas sur la voie publique. Il n'y a pas eu tapage. Il n'y a eu aucune plainte de qui que ce soit. Et Marcel Libama, comme de nombreux autres militants, a pris la parole. Comme M. Simon Edzo. Alors qu'on nous explique aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie leur maintien en garde à vue, non pas en garde à vue parce qu'ils ont dépassé la garde à vue. Aujourd'hui, ils sont à la prison centrale. Ils sont sous mandat de dépôt. Nous avons lu le droit là. Qu'est-ce qui explique que ces deux personnes sont sous mandat de dépôt? Si ce n'est tout simplement une volonté d'intimidation, une volonté de faire du mal, et même physiquement à ces personnes. Parce que cette même prison, c'est dans cette même prison que de nombreux Gabonais ont été torturés, ont été assassinés, et même certains ont été abusés physiquement, sans que jamais personne n'ait de compte à rendre, malgré les témoignages. Ce n'est pas Bertrand Zibi qui pourra venir ici démentir ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas Brice Lacruche Alianga qui pourra venir ici démentir ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas Patricia Tanaza, ce ne sont pas des centaines et centaines de policiers, de compatriotes gabonais qui viendront ici démentir mes propos sans que cette même justice ne s'applique sur les bourreaux, sur ces commandos qui souvent, de la garde républicaine, de la GR, de la garde présidentielle, partent de leur caserne pour torturer des gens au sein de la prison centrale de Libreville. Donc ça sous-entend qu'aujourd'hui, la vie de M. Marcel Libama et de M. Simon Edzo est en danger. Leurs vies sont en danger. Alors, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, si votre but est de maintenir volontairement ces deux personnes pour les éliminer physiquement, retenez une chose. Bonsoir, Hugues. Retenez une chose. De la même manière que hier, vous avez, ou qu'aujourd'hui, vous avez accusé, vous avez dit que Ali Bongo, Sylvia Bongo, Noureddine Bongo sont responsables de tous les maux du pays. Même lorsque vous, les militaires, vous alliez dans les rues pour massacrer les Gabonais. C'est de la même manière que nous vous tenons responsables de la santé de M. Simon Edzo, de la santé de M. Marcel Libama. Et cela, même après leur sortie. Parce que nous connaissons vos méthodes. Ces méthodes de torture, qui peut découler sur le décès d'une personne 2-3 mois après. Nous avons un cas récent de Stampy Love Obama, qui a été pris, qui a été torturé, qui est sorti de la prison avec le dos complètement détruit, déchiqueté, dont nous avons les images, les photos. Et le regretté est décédé peu de temps après, certainement d'une hémorragie interne ou d'un décollement d'un organe interne. Donc, M. Oligui Nguema, vous êtes responsable. M. Simon Edzo, de ce qu'on nous a dit, est malheureusement victime d'une maladie chronique. Et que cette maladie chronique pourrait l'emporter en 24-48 heures. Vous savez quelles sont les conditions de votre prison. Vous avez pris la responsabilité de leur santé. Et c'est la loi qui le dit. Vous êtes responsable dès l'instant où vous les avez privés de leur liberté. Donc, si M. Simon Edzo a attrapé un petit rhume, c'est vous. Si M. Simon Edzo a un petit bobo, une petite blessure, c'est vous, M. Oligui, et personne d'autre. Vous, personnellement, vous porterez la responsabilité. Si M. Marcel Libama a la moindre petite égratignure,
c'est vous, monsieur Brice Clotaire Oligui-Nguema, et personne d'autre qui porterait cette responsabilité. Il faudrait que les choses soient claires. Parce qu'aujourd'hui, vous avez fait porter la responsabilité de vos crimes à vous sur l'ancien régime, alors vous accepterez d'endosser également, maintenant que vous êtes à leur place, vous allez endosser l'entière responsabilité de l'intégralité physique, morale et mentale de ces combattants, qui, au regard de la loi, n'ont rien fait qui justifie leur maintien en détention à la prison centrale de Libreville, parmi des criminels, parmi des gens ayant des maladies infectieuses qu'ils peuvent attraper comme ça. Donc, monsieur Oligui-Nguema, la vérité, c'est que vous êtes un homme, vous avez peur. Vous avez peur parce que la semaine dernière, vous avez tout fait pour que cette rencontre ne puisse pas avoir lieu. Cette rencontre a eu lieu et elle a débouché sur l'amplification du mouvement. Et au passage, s'il y a des enseignants connectés qui me suivent, ce que je vais vous dire, ce n'est pas pour vous faire peur, mais pour que vous puissiez redoubler de vigilance et trouver un plan B. J'ai reçu des informations de sources très au fait que demain, il vous sera empêché par un cordon de sécurité, un cordon des forces de défense et de sécurité, sous instruction de Brice Clotaire Oligui-Nguema, il vous sera interdit d'accéder au terrain de basket, ce lieu symbolique depuis des dizaines d'années, pour pouvoir procéder à votre assemblée générale qui est prévue demain. Pour la petite histoire, également des informations que j'ai reçues, et pour ma part, je crois qu'elles sont véritablement fondées. Cette structure qui appartient à des privés, à Wenje, ce terrain de basket, la responsable qui gère cet endroit a été virée la semaine dernière parce qu'il lui a été reproché d'avoir permis que les enseignants puissent tenir leur mouvement à cet endroit. Sauf si l'information est fausse. Et là, à ce moment, je vous demanderai, peut-être si vous êtes sur le live, de monter et d'affirmer. Mais je suis sûr de cette information parce que l'information que j'ai ne peut pas être autrement. Que cette dame, c'est une dame qui gère, voilà, elle aurait été virée. Et que les propriétaires de cet endroit, à cause de la pression de Brice Clotaire Oligui-Nguema, ne peuvent permettre qu'il y ait à nouveau une assemblée à cet endroit. Voilà la vérité. Donc, je ne dis pas cela à vous les enseignants pour vous faire peur. Je vous le dis pour trouver un plan B comme vous avez pu trouver un plan B la semaine dernière. On m'a dit que cet endroit, c'est la propriété du vice-président de la République, M. Chambrier. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. S'il y en a qui montent pour infirmer ou confirmer. On m'a dit que la gestion, que la dame qui gère a été virée et on m'a dit que les propriétaires ne veulent pas, que demain, ne veulent pas accueillir les syndicalistes à cet endroit. Et que cet endroit sera fermé pour tout le week-end, samedi et dimanche. Donc, monsieur Oligui-Nguema, si véritablement cet endroit appartient au Chambrier et que c'est un endroit commercial, et que vous avez fait pression sur monsieur Chambrier, votre vice-président de la République, pour que ne puisse pas se tenir demain cette assemblée générale, je dirais tout simplement que vous montrez votre extrême faiblesse. Vous montrez votre faiblesse. Parce que vous avez dit à tout le monde que les moutons noirs, que ceux qui mettaient tout le monde dans le faux, que c'était M. Libama et M. Simon Edzo. Vous avez organisé une parodie d'on ne sait trop quoi jusqu'à 4 heures du matin à la présidence de la République. Et au sortir de là, vous avez dit que voilà, les cours reprenaient, que tout était OK. Mais aujourd'hui, on apprend que vous cherchez, vous êtes en train de nommer des médiateurs. Vous nommez des médiateurs par-ci, par-là, mais vous nommez des médiateurs pourquoi? Puisque non seulement vous dites que c'est un mouvement illégal, et que vous dites dans tous les médias que les cours ont repris partout. Alors vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Vous dites que vous voulez des médiateurs, vous voulez de la conciliation, mais vous interdisez dans le même moment, vous ne voulez pas que des enseignants puissent se retrouver en assemblée pour décider de la suite. Ne trouvez-vous pas que vous êtes contradictoire? Ne trouvez-vous pas que, au final, vous montrez votre faiblesse, vous montrez que vous êtes perdu? Vous avez envoyé M. Georges Paga et M. Pierre Minsa à Port-Gentil.
Parce que vous saviez que M. Marcel Ibama, quand vous l'avez arrêté à l'aéroport, se rendait à Port-Gentil consulter la base. Maintenant, voilà plusieurs jours qu'ils sont aujourd'hui à la prison centrale. Le mouvement s'est-il arrêté? Merci pour le chapeau, ça me fait bizarre avec... Maintenant que vous les avez mis en prison, le mouvement s'est-il arrêté? C'était également de la prison, de là où ils étaient, ce sont eux qui ont donné le mot d'ordre aux enseignants à Port-Gentil de conduire M. Minsa et M. Marcel Ibama et M. Mpaga. Pourquoi, curieusement, le mouvement se poursuit dans tout le pays? En fait, vous n'avez pas compris que lorsque vous précarisez des gens, lorsque vous empêchez à des personnes de vivre dignement, alors qu'au même moment, vous nagez dans les milliards dont eux cotisent, dont le peuple cotise. Vous octroyez le droit de vivre décemment avec vos femmes. Vous violez la loi en leur attribuant des dizaines de milliards. 24 milliards, hein, ces deux épouses, depuis que nous sommes là. 2024, 2025. 24 milliards. Là, en 2026, il y aura encore 12 milliards. Donc, ça va faire combien? 36 milliards pour 2 femmes. Qu'est-ce qu'elles font avec cet argent? C'est de l'argent public. Nous avons un droit de regard. Nous devons savoir ce qui est fait. Non. Pour elles, 2 femmes peuvent gérer là 36 milliards, mais 27 000 enseignants ne peuvent pas avoir leur salaire. Et vous voulez comme ça faire croire au peuple gabonais que c'est M. Marcel Ibama, que c'est M. Edzo, qui chercherait des postes ministériels, qui sont derrière ça, mais c'est du réchauffé. C'est ce qu'Ali Bongo nous a fait. C'est ce qu'Omar Bongo nous a fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous réclamez votre dû, on n'arrive pas à vous répondre sur ce que vous réclamez, mais on dit non, s'il vient réclamer, c'est parce qu'il est instrumentalisé. C'est parce que ce sont des activistes qui sont derrière. C'est parce que, mais en fait, de qui vous vous moquez? De vous-même? Parce que je pense que vous vous moquez de vous-même. Parce que les enseignants vous ont donné le là. Les enseignants vous ont donné la réponse à vos actions, à vos mouvements. Et je pense qu'ils sont tous unanimes. Que ce mouvement va se poursuivre tant qu'il n'y aura pas satisfaction. Vos ministres n'ont pas de pré-salaire. Vous-même, vous nagez dans des milliards et des milliards. Mais pourquoi officiellement vous ne dites pas que vous suspendez les salaires des enseignants, de vos ministres, et que peut-être pendant 6 mois qu'on prenne les salaires de vos ministres pour voir comment renflouer les caisses du trésor pour ces enseignants? Donc vous n'êtes pas prêts à vivre de longs mois sans argent, mais vous voulez que ce soit des enseignants qui sont des pères, des mères de famille, qui ont des enfants. Vous voulez qu'eux continuent de vivre comme ça? Vous voulez qu'ils soient conciliants en vivant comme ça, alors qu'ils ont vécu comme ça pendant trop d'années? Trouvez-vous que ça soit juste? Mais apprêtez-vous donc à prendre des centaines et des centaines de Marcel Ibama. C'est peut-être donc votre plan pour demain. Parce que nous savons, demain nous savons, et d'ailleurs j'ai informé certains syndicalistes, j'espère que je me trompe, mon souhait est que l'information, que je me trompe, ou alors que le pouvoir recule. S'il est vrai que M. Chambrier ou que son organisation, je ne sais pas quoi, a reçu des menaces pour ne pas accueillir, mais qu'ils prennent aussi leurs responsabilités. Parce que s'il est vrai que demain, vous allez procéder à des dizaines d'arrestations sous prétexte qu'ils sont venus violer un espace privé, sachez que nous venons de le dire et tous les Gabonais voient. Donc laissez tranquillement les enseignants se regrouper en assemblée et décider de la suite de leur mouvement. Parce que, M. Oligui, si vous pensez que la force va régler vos problèmes, vous vous trompez. Et vous avez vu comment vos émissaires ont été chassés, copieusement chassés. Monsieur Minsa, qui aujourd'hui n'a plus que votre nom dans la bouche, qui chante vos louanges tel un griot. Monsieur Georges Paga, pareil, qui sans gêne, sans honte, s'est affiché avec vous, dansant comme un enfant, sautillant, reniant aujourd'hui ce qu'il prétend être un leader de la société civile pendant 35 ans. Mais ces 35 années se résument désormais au ventre, à ce que nous voyons, au changement radical de comportement et de prise de parole depuis les nominations. Et ce qui vous fait mal en plus, c'est parce que nous, société civile de façon générale, les lanceurs d'alerte, les activistes, nous nous sommes battus pour que le peuple gabonais, pour que les parents d'élèves puissent comprendre que ce mouvement n'est pas porté contre eux, mais plutôt au contraire pour améliorer les conditions de vie. Pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants, mais surtout de vos enfants.
Vous qui avez des enfants qui s'assoient à 4 sur des bancs en bois qui datent des années 60, pendant que M. Oligui refuse d'envoyer ses enfants là-bas dans ces écoles, qu'il les envoie dans des écoles françaises, vous pensez que cet homme, il est normal, il est sérieux? Vous pensez que cet homme que certains appellent papa, vous pensez véritablement que c'est un père qui donne à manger des serpents à manger aux enfants d'autrui et à ses enfants du caviar? Parce que accepter que les enfants d'autrui aillent dans des écoles où il n'y a pas de toilettes, où ils sont à 100 dans des classes, pendant que lui, ses enfants vont dans des écoles climatisées, des écoles où ils sont à 25 par classe, des écoles où on fait informatique au primaire, vous pensez que cet homme vous aime, vous qui l'appelez papa, je ne sais pas, de la nation? Mais est-ce que ce que je dis est faux? Moi, je veux qu'Oligui Nguema envoie ces gens me dire, Monsieur Rekula, vous racontez des histoires, mes enfants apprennent à Batavia, mes enfants apprennent au PK6, mes enfants apprennent aux 9 étages, comme la présidence est là-bas, mes enfants apprennent aux 9 étages. Est-ce que les grands enfants d'Oligui ne sont pas ici à Lyon, n'habitent pas là à Villeurbanne, ne sont pas dans les universités ici à Lyon? Dites-moi si je me trompe. Mais moi, j'aurais aimé voir les enfants d'Oligui. J'aurais aimé voir les enfants de Mme Carmelia, je ne sais pas si elle en a. Les enfants de tous ces ministres, j'aurais aimé les voir en exemple, à l'UOB, au CUS. J'aurais aimé les voir là-bas. Là, à ce moment, je n'aurais pas eu de force pour dire que M. Oligui Nguema s'en fout. Et il vous l'a dit. Nous avons tous entendu le résumé de leur rencontre autour d'un match de foot dimanche. Qu'il était prêt à leur donner 3 mois de grève et à renouveler, même jusqu'à 6 mois, et ensuite payer des milliards à l'UNESCO, hein, et leur suspendre des salaires. Vous pensez que c'est ça le langage d'un père? C'est, bon écoute, tu viens travailler, je ne te paye pas, mais si tu ne travailles pas, je te fous en prison. Voilà ce qu'il vient de faire. Voilà ce qu'Oligui Nguema fait. Mais vous êtes encore là à dire, voilà, cet homme est là pour les Gabonais parce qu'il aime le Gabon. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Ensuite, nous avons vu sur des plateaux télé des gens comme M. Fungula, des gens comme Pierre Minsa et bien d'autres venir cracher sur Marcel Ibama, venir faire croire que ce monsieur était dans l'illégalité, que ce mouvement est illégal et autres. Mais pourtant, ce sont les mêmes là aujourd'hui dont on voit l'organisation syndicale, nous avons vu, hein, l'organisation syndicale d'origine de M. Pierre Minsa, qui est venu menacer d'autres syndicalistes, menacer, en disant que désormais ils vont insulter, en traitant d'autres de vieux croulants, de je ne sais trop quoi, alors que la personne elle-même qui parle avait les cheveux complètement grisonnants. Oh, il vient du village avec ses cheveux blancs. Est-ce un langage responsable pour des gens qui ont fait une conférence soi-disant pour appeler à la responsabilité? Et ça revient toujours à ce qu'on vous dit, que désormais, tous ceux qui sont reconnus comme pro-Oligui Nguema, tout leur est permis. Ils peuvent au cours de conférences insulter, faire tout ce qu'ils veulent, tout leur est permis. Mais ce qui m'a choqué le plus dans cette vidéo, c'est de voir cette dame venir mettre M. Edzo sous l'eau, venir parler de personnes qui sont retraitées. Pourtant, elle connaît les statuts. Elle connaît les statuts de ces syndicats. Elle sait que ces personnes étant à la retraite ont le droit de poursuivre le syndicalisme selon les statuts de la CONACYCEN, selon les statuts du SAEG. Elle le sait pourtant. Mais ça, c'est ce qu'on appelle de la manipulation de masse. Je sais que les statuts permettent à M. Libama ou à M. Edzo, bien qu'étant à la retraite, de poursuivre son action syndicale en tant que conseiller stratégique, mais je ne vais pas le dire au peuple, parce que le peuple ne connaît pas les statuts. Donc je vais reprendre ce qu'a dit le pouvoir, que c'est un retraité qui n'a pas le droit d'être là. Et naturellement, le peuple qui ne connaît pas comment fonctionnent ces syndicats va dire, ah ben oui, c'est vrai, il a la retraite. C'est de la manipulation, de la malhonnêteté, de la manipulation d'État. Vous salissez des hommes que vous prétendez pourtant avoir été à vos côtés. Vous salissez l'action de ces personnes et vous êtes fiers de ça. Mieux, la même dame, et c'est ça vraiment qui m'a choqué le plus, justifie la corruption à la présidence de la République en disant non, on leur a donné le coca. Vous savez que le président, quand on le reçoit, il donne des coca. Mais enfin, mais je pensais que ce pays était sur la voie du changement. Donc, c'est-à-dire que celui qui lui-même, à la tête, celle qui est à la tête du ministère de l'Éducation nationale, dans ses pratiques, il y a la corruption. Oligui lui-même, dans ses pratiques, il y a la corruption. C'est-à-dire que, quand vous êtes parti avec vos pieds, vous aviez l'argent du taxi, mais quand il faille rentrer, là, vous n'avez plus de pieds, vous n'avez plus d'argent du taxi. Il faudrait qu'on vous donne ce que vous appelez le coca, qui n'est rien d'autre que de la corruption. Et Oligui Nguema est fier, lui qui parle de justice. Mais là, je peux dire que c'est un corrompu.
Oligui Nguema, je peux dire que tu es un corrompu et que tu es en train de corrompre le peuple gabonais. Parce que plusieurs personnes viennent faire témoignage de vos réunions. Comment une femme peut dire, comment cette femme peut venir dire, non, vous savez qu'après chaque réunion, hein, Olivier donne le coca et que Minsa, quand il part, même quand il a le... Mais j'étais choqué. Mais tu sais que Comment le collègue de la dame là en question, il a même dit qu'on est parti chez Marcel la nuit, il a pris le truc, le coca, et pourquoi elle est venue encore le matin? Mais j'ai dit que les choses sont terribles, hein. Ça, c'est quel pays, ça? Mais c'est quand même là leur conférence de presse. Moi, franchement, ça m'a saoulé. Ça prend quand même 11 minutes. Bon, la version réduite que moi j'ai, hein. Mais c'est effrayant, quoi. Avec sa tête blanche, une vieille grand-mère, on ne sait pas se respecter. C'est-à-dire que le syndicat, c'est un syndicat de corrompus. Vous qui allez même dans le syndicat, là, vous n'allez plus avoir votre argent, votre... Hein? C'est bon, tu as pu? Tu as trouvé? Non, c'est long. Je l'ai la Attends, main. je vais mettre quand même quelques parties, après tu peux t'arrêter entre-temps, tu vois, non? Ok, vas-y. Quand on bloque là, on bloque les enfants les enfants des pauvres. Ceux-là qui viennent là, ils ont fini. Ils ont bloqué même dans la belle retraite. Pourquoi venir faire ça? Donc moi j'attire l'attention des travailleurs. Mes frères gabonais, oui, nous tous nous souffrons. Personne ici ne va dire qu'il a une vie à l'aise, c'est pas possible. Mais quand les négociations sont ouvertes, le pays là, c'est comme j'ai pour coutume de dire, c'est pas un pays de rechange. Même si on était binationaux, tant qu'on vit au Gabon, c'est notre pays. Nous n'avons pas de choix que de le construire afin qu'il aille de l'avant. Pas le détruire. Parce que là, ça fait 3 semaines que les enfants sont assis à la maison. Est-ce que ça arrange qui? C'est bien, moi, on va dire qu'on s'en fout, mais oui, vous en foutez. Mais attention, attention. Tu as vu, non? Bloque d'abord. Comme elle a pour le coca, là, donc les autres doivent attendre, doivent rester comme ça, quoi. Vous entendez comment cette femme parle? Vous entendez la manipulation? Est-ce que vous avez entendu sortir de la bouche d'un enseignant qui fait grève ou d'un leader syndical qu'il s'en foutait de la vie des enfants? Vous voyez la manipulation. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ça fait trop longtemps qu'on ne fait que nous balader de gauche à droite, d'année en année, que cette fois-ci, nous voulons que ça soit réglé. À quel moment elle a dit qu'on s'en foutait, que ces gens s'en foutaient? Voilà ce qu'on appelle la femme du syndicat de Minsa, là. Leur président, c'est Minsa, le type qui court partout dans toutes les provinces, là. Vas-y, poursuis, surtout la partie où elle les insulte. Merci. Pour enchérir, s'il vous plaît, pour enchérir ce que Madame Annie vient d'ajouter pour les deux qui sont arrêtés ce matin, en dehors du barbu, qui revient du village. Et on a pas le en dehors du barbu, hein. Vous entendez? En fait, c'est des gens qui viennent pour régler leur compte. Ils ne viennent pas pour expliquer la situation. Ils se réjouissent du fait que leurs collègues syndicalistes soient en prison. Et ils se réjouissent. Écoutez comment ils parlent avec dédain, avec mépris, le barbu. Vous pensez que ce monsieur-là, par exemple, peut donner une leçon de politesse à qui que ce soit lorsqu'il vient avec des termes comme ça, avec le mépris? C'est juste triste, en fait, de voir à quel point l'argent change certaines personnes. C'est quand même incroyable, ça. Mais au-delà de tout, je ne fais que vous dire une chose. Oligui Nguema, depuis qu'il est venu, ne fait que diviser les Gabonais. Regardez, hein, ça ne fait que continuer. Il a divisé les Gabonais. Il est venu jouer avec la notion d'ethnie, le tribalisme. Il est venu détruire les partis politiques. Regardez l'union qu'on avait en 2023. Il est venu totalement semer la zizanie. Il est venu détruire, même parmi les activistes, ceux qui luttaient. Il est venu, il a mis la zizanie, il a envoyé l'argent, qu'il continue d'ailleurs à faire. Et là, maintenant, c'est le milieu syndical. Regardez comment ils s'entre-déchirent, ils s'insultent. Olivier est fier, il est content de ça. Parce qu'il faut diviser pour mieux régner. Vas-y, poursuis, Pis. Et quand la folle là parle que les enfants doivent aller à l'école, c'est la faute à qui? C'est la faute à l'État qui ne paye pas les droits des enseignants. S'ils avaient payé, les enfants devaient retourner à l'école. C'est l'État qui est responsable. Donc ne venez pas mettre la faute sur les enseignants qui sont là depuis, les pauvres de ceux qui font depuis plus d'un an, qui travaillent sans salaire. Et pour elle, c'est normal. Mais elle n'est pas bien celle-là. Il n'était pas ici. Mais je crois que au début de la grève, notre confédération a fait le tour de ces anciens leaders de l'éducation nationale retraités. Bon, attendez, excusez-moi, c'est juste une parenthèse. Quand on n'entendait pas là, il va enseigner quoi? Vous avez vu l'expression de la personne, c'est quel français ça? De ces anciens leaders. En fait, c'est quoi anciens leaders? Parce que tant qu'ils sont votés par leurs pairs enseignants, qui font partie de bureaux ou qui sont conseillers stratégiques. Et je dois rappeler aussi une chose, hein, c'est que dans le milieu syndical, il y a autant de syndicats qu'il y a d'organisations, dans le sens syndicats dans le pétrole, syndicats dans, je ne sais pas, le BTP, syndicats de... Et souvent, ces syndicats se regroupent maintenant en confédération.
Donc, c'est-à-dire un gros syndicat qui regroupe tous ces syndicats, dont la CONACYCET, par exemple. Ce sont des centrales syndicales. Donc, quand j'entends un autre syndicaliste qui vient traiter les autres de vieux leaders syndicaux, en fait, c'est qu'il n'a même rien compris. Mais quand tu le vois, il comprend quelque chose. À ce qu'il fait. Il ne comprend pas. Avec ça même de... Et ça vous montre à quel point vous avez des gens manipulés. C'est ça, c'est ce genre-là. Et malhonnête. Et vraiment malhonnête. Vas-y, poursuis. Ce Libama-là, on était chez lui à 2 h du matin. On lui a présenté la situation. Il a compris. Il va donner les propositions. Je sais ce qu'il a eu ce soir-là. Mais le lendemain, il se met encore devant de la scène. Donc ça veut dire que... Pour dire qu'on est parti corrompre. Attends. Est-ce que vous entendez ce qu'il dit, ce que ce monsieur-là dit? Non seulement il affirme des choses sur la place publique, hein, Marcel Libama ne peut pas se défendre. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut dire qu'il est même arrivé avec Oligui chez Marcel Libama. Il peut même le dire. Il peut même dire, je ne sais pas, que tous les leaders sont venus, ont marché à 4 pas. Il peut dire tout ce qu'il veut. Marcel Libama n'est pas là pour donner sa version des faits. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit que Marcel Libama sait ce qu'il a reçu. Il a reçu de qui? Il nous dit que ce sont eux les leaders qui sont allés voir Marcel. La bande. Donc, c'est-à-dire que vous entendez, lui-même est en train d'avouer qu'ils étaient en mission de corruption. Parce que si c'est ce qu'il dit, que si c'est vrai, hein, ce qu'il dit, que oui, Marcel Libama, nous sommes allés le voir. Attends, reviens un peu. Dit, nous sommes allés le voir à 2 h. Pourquoi 2 h du matin? Demain, il se met encore devant de la... Ce Libama-là. On était chez lui à 2 h du matin. On lui a présenté la situation. Il a compris. Il va donner les propositions. Je sais ce qu'il a eu ce soir-là. Mais le lendemain, il se... Vous entendez? Ça veut dire quoi? Ils sont allés, selon ce qu'il dit, à 2 h du matin, en mission de corruption de Marcel Libama. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et qu'ils étaient surpris de voir le lendemain Marcel Libama qui s'apprêtait à prendre l'avion pour aller à Port-Gentil. Bon, vous savez, hein, je vous ai dit, moi, je connais mon grand frère. Je connais Marcel Libama. Et c'est quelqu'un d'intègre. Non seulement ce que ce monsieur raconte doit être un tissu de mensonges, tout simplement, toujours dans le but de salir monsieur Marcel Libama. Mais si en même temps, ils disent qu'ils sont venus à 2 h pour le corrompre, et que Marcel Libama, finalement, le matin, n'a pas fait ce qu'il voulait faire. Donc, voilà alors l'origine de l'arrestation de Marcel Libama. Premièrement. Deuxièmement, mais on peut dire également que monsieur Marcel Libama, après sa mission à Port-Gentil, comme elle était prévue déjà, mais il pouvait présenter aussi ce fameux soi-disant argent devant la justice pour montrer la corruption. Parce que s'il va, il dit, bon, voilà, on a tenté de me corrompre à 2 h. Il dit ça seulement avec la bouche. D'accord. Mais s'il s'en va, par exemple, avec 10, 20 ou 30 millions devant le procureur, en disant, voilà, le syndicat de Pierre Minsa, ces gens sont venus, voilà les 30 millions, ils ont tenté de me corrompre. Vous ne pensez pas qu'on pourrait aussi le dire? Donner cette hypothèse? Non, je dis juste que c'est vraiment mesquin, Oligui Nguema et Pierre Minsa et toute la bande. Vous faites honte. Parce que voir des syndicalistes qui n'ont même pas honte d'avouer publiquement dans une conférence de presse que ce sont des corrompus et qu'ils étaient en mission pour corrompre. Mais la vérité, je pense que la vérité, c'est que comme votre mission a échoué, que Marcel Libama a refusé de se laisser corrompre, voilà pourquoi vous voulez finir avec lui. Voilà pourquoi vous vous réjouissez du fait qu'il soit aujourd'hui, que vous l'ayez mis, je dis vous, c'est vous avec Oligui, que vous l'ayez mis à la prison centrale. C'est vous qui avez torpillé le mouvement syndicaliste depuis des années. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est certainement vous, depuis des années, qui percevez l'argent de la corruption. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Et comme vous pensez que Marcel Libama ne peut pas se défendre, mais il est en train de se défendre à travers nous. Parce qu'on vous a dit, nous sommes les enfants, nous sommes les héritiers des Marcel Libama, des Simon Edzo, des Jean-Rémy Yama et autres. Donc même si vous les arrêtez, la vérité finira par sortir. Et c'est juste honteux. Mais vous savez, ce même Pierre Minsa, c'est pas ce Pierre Minsa qu'on a vu en conférence sur un plateau de télé national venir nous dire que la solde, que les salaires du Gabon se font au Maroc. Dites-moi un peu. C'est pas ce Pierre Minsa qui l'a dit avec fierté, comme il sait le faire avec arrogance, parce qu'il sait qu'il envoie, il sait qu'il le protège. C'est pas ce Pierre Minsa qui a dit devant tout le monde que l'État gabonais est faible, que l'ancien régime, machin, souveraineté. Dites-moi, est-ce que je me trompe? Mais nous avons tous entendu un communiqué aujourd'hui officiel
de l'administration gabonaise, qui a dit que c'était des histoires, que c'était faux, et qui a mis en garde M. Minsa. C'est la partie du film où moi je veux voir maintenant la DGR intervenir. Il n'y a pas de diffamation là. Là, on ne va pas nous sortir trouble à l'ordre public hein, sur une chaîne de télé. Le procureur de la République est où? Donc là, il ne peut pas s'auto-saisir pour ça. Non. C'est M. Marcel Ibama et M. Simon Ezo qui n'ont eu le crime que de soutenir leurs collègues parce qu'eux-mêmes, ils sont dans la profession. Ce sont eux qui aujourd'hui ont un mandat de dépôt. Mais M. Pierre Minsa qui est venu diffamer l'administration gabonaise de façon publique sur toute l'étendue du territoire et à l'international, lui n'a pas de mandat de dépôt. Ce sont ses collègues, les membres du bureau de son syndicat, qui peuvent venir sur la place publique, avouer que ce sont des corrupteurs et des corrompus, qui viennent insulter publiquement. Eux, ils n'ont pas de souci. Voilà votre 5e République. Eh oui, voilà votre 5e République. Peace and Love, si tu as le communiqué, si tu as l'extrait où Minsa nous dit que les salaires sont faits au Maroc. Il faut aller fouiller. Je n'ai pas ça. Qui avait parlé de ça? Je ne sais plus. Je sais, j'ai entendu parler de ça, mais je n'ai pas. Est-ce que tu as le communiqué là? Est-ce que tu as le communiqué des autorités, de l'administration qui est venue démentir, dire que c'est faux? C'est passé au journal. Ils ont passé ça là tout à l'heure. Bon, écoute, attends. Je vais regarder. Non, je regarde ça. Tu me dis. Qui là, écrivez comme ça, on vous fait monter juste pour faire passer. Je regarde là rapidement. Il était, à tonton Pierre Minsa, il est prof de français. Voilà. Question. Écoutez. C'est une photo que j'ai ou quoi? Attends. C'est sur quelle page? Dis-moi. Oh, je ne sais plus, c'était dans ma galerie en fait. C'était pas une page. Attends, je vais le voir je vais regarder ça tout de suite. Je vais mettre Écoutez. Sur un plateau de télé, hein. Et que le fichier paye de la République gabonaise est détenu par les Marocains au Maroc. Quand nous en parlons, nous avons déjà mené l'enquête. C'est ce que certains font. Bon. Mais c'est grave, hein. Monsieur Minsa nous dit de façon publique que le fichier de paye, oui, c'est la nymphe, merci, cherche du côté de la nymphe, le communiqué de la nymphe. Monsieur Minsa dit que le fichier de la paye du Gabon, donc des fonctionnaires gabonais, se trouve au Maroc. Mais il va même plus loin, en disant qu'ils ne parlent pas comme ça à la volée, ils parlent parce qu'ils ont mené des enquêtes. Mais plus tard, la nymphe vient nous dire que c'est faux, ce sont des histoires. La DGR est où? Moi, je veux voir maintenant quelque chose. Votre fameux DGR B2, là, c'est où? C'est là où moi je veux voir votre DGR. Parce que là, c'est un candidat au mandat de dépôt, là, selon votre application de la justice. Hein? On écoute. Pour un fichier que nous appelons le FUR, le fichier unique de référence, les salaires des agents publics sont calculés dans l'espace allant du 5 au 10 du mois en cours. Une fois vous avez dépassé le 10 du mois en cours, vous ne pouvez plus ajouter quoi que ce soit en rapport avec le salaire. Pourquoi cela est possible? Parce que la souveraineté économique du pays, on ne peut pas être fonctionnaire au Gabon et que nous ne pouvons pas nous-mêmes manipuler notre fichier et que le fichier paye de la République gabonaise est détenu par les Marocains au Maroc. Une fois la date du 10 arrive, celui qui attend ne peut plus être bénéficiaire de ce supplément dans son salaire au mois de janvier parce que les États salariés ont déjà été bloqués. Et que... Vous entendez? Là, c'est l'Ibama qui parle. Il nous dit hein, que la paye, le fichier paye au Gabon est fait au Maroc. Voilà ce que Minsa dit. Bon. On va essayer d'écouter. Je vais regarder là sur la page de la nymphe pour leur communiquer. S'il y a quelqu'un par contre qui l'a, à nymphe, hein. Voilà le communiqué de la nymphe. Mais je veux la vidéo. Bon. Personne n'a la vidéo de la nymphe. J'ai le communiqué, mais je voulais la vidéo. Bon, c'est pas grave, je vais lire le communiqué. Vous pouvez tous aller sur Facebook, sur la page Facebook de la nymphe. Voilà ce que dit le communiqué. Communiqué de presse. Mise au point sur le traitement
de la solde de l'État, Libreville, le 22 janvier 2026. Donc, ils l'ont fait hier, puisque nous sommes aujourd'hui le 23. Une vidéo relayée sur les réseaux sociaux montre Monsieur Pierre Minsa, leader syndical, tenant des propos selon lesquels le traitement de la solde, entre parenthèses salaire, des agents de l'État serait assuré par une entreprise marocaine et donc aux mains des Marocains. L'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, entre parenthèses ANINF, apporte un démenti formel à ces allégations infondées. Le solde mensuel des agents de l'État est traité à partir du FUR, entre parenthèses, fichier unique de référence. Application de l'administration gabonaise administrée par l'ANINF. Donc le FUR est une application, pas étrangère, mais selon ce communiqué, une application gabonaise qui appartient à l'État gabonais. Donc là déjà, il y a diffamation. Consommer, hein, c'est consommer. Qu'on ne vienne pas nous dire, non, 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 non. Là, Minsa a dit quelque chose publiquement. Voilà, l'ANINF, c'est l'État. Donc voilà une diffamation consommée et publiquement. DGR, soyez chaud, parce que moi, je veux voir quelque chose. La solde mensuelle des agents de l'État, non, j'étais là. Le FUR, donc FUR, est un outil opérationnel de l'État en service depuis plus de 20 ans. Il constitue un socle de référence essentiel pour fiabiliser les données nécessaires au calcul et à l'exécution de la paie conformément aux règles de gestion applicables. Le FUR est exploité donc depuis 20 ans. Vous vous rendez compte? Bon. Le FUR est exploité dans un environnement institutionnel, souverain et hautement sécurisé, selon des exigences strictes destinées à protéger les données et garantir l'intégralité des traitements. À ce titre, l'exploitation du système repose notamment sur, petit 1, des accès nominativement attribués et accordés uniquement sur habilitation. Donc, c'est-à-dire que ceux qui peuvent engendrer des opérations sont non seulement connus, limités, et ont des... Ok, Tat, ça vous monte. Comme ça, au lieu de lire, on va écouter. Bonsoir, Tat Nzao. Donc, on a... C'est ce que certains ne font pas. Nous avons un fichier que nous appelons le FUR, le fichier unique de référence. Les salaires des agents publics sont calculés. Non, ça, on l'a déjà écouté. On l'a déjà écouté. On veut la réponse de l'État, de l'ANINF. Vous avez dépassé le 10 du mois en cours. Vous ne... On veut la réponse de l'ANINF, Tat Nzao. Tu l'as. Attendez, je vais un peu voir. Parce que tout à l'heure, je l'avais là. Je reviens. Hein. 2 secondes. Je peux continuer à faire écouter l'autre, non? Oui, vas-y, vas-y. Voilà, sur les mensonges du syndicat de Minsa, là. Voilà. Ça, moi. J'ai même mis ça. Et Minsa même ne veut pas revenir. Mais tu ne vas pas nous échapper, Minsa, on est avec toi. Parce que tu mens trop avec ton syndicat de mensonges, là. Tat, bonsoir. Oui, bonsoir, Peace. Ah. Oui, je l'ai aussi, mais là, je le cherche. Viennent se mettre devant de la scène. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là pour les problèmes de l'éducation. Ils sont là pour leurs propres problèmes, leur vraie Je suis de situation. retour. C'est ça notre problème. On a en petit 2 de ce qui a été écrit. Donc en petit 1, l'accès nominativement attribué est accordé uniquement sur habilitation. 2, une séparation des rôles donc de l'exploitation, contrôle et validation, incluant toute action unilatérale non autorisée. 3, la traçabilité des opérations, en parenthèse journalisation, et des contrôles réguliers. Donc tout ça, en fait, ils énumèrent les actions de sécurité, des contrôles qui confèrent en fait la sécurité de ce fichier, qui, selon ce qui est dit par l'ANINF, est totalement manipulé au Gabon. Donc, je suis en 4. Des sauvegardes et mécanismes d'archivage garantissant la continuité des services et l'auditabilité. En 5, nous avons les procédures de formaliser entre l'ANINF, la direction de la solde, les services du trésor public et la caisse de pension et des prestations familiales, entre parenthèses, CPPF. Ensuite, jalonné de contrôle avant clôture. En conséquence, il est inexact de prétendre que la solde serait aux mains d'un opérateur étranger. L'administration, l'exploitation et la sécurisation du FUR
relève des compétences nationales et du cadre institutionnel gabonais. La solde est un service public essentiel. La diffusion d'allégations infondées sur son traitement, sa gouvernance et sa sécurité est irresponsable. Elle peut fragiliser la confiance publique, exposer l'État à des risques de sécurité et créer des tensions inutiles. À cet effet, il est d'autant plus regrettable et inacceptable que de tels propos soient portés par M. Pierre Minsa, dont la carrure et l'influence commandent plus que toute autre rigueur, commandent plus que toute autre rigueur, sens de l'État et vérification préalable des informations. L'ANIF appelle chacun à cesser tout relais non vérifié et à s'en tenir exclusivement aux communications officielles et informations confirmées des administrations compétentes. Voilà le communiqué officiel que la NINF vient de donner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Pierre Minsa, vous êtes un menteur. Ça veut dire que vous venez de diffamer. Vous venez d'induire le peuple gabonais en erreur. Voilà ce que ça veut dire. Mais vous avez pourtant dit que vous avez vérifié. On va vous réécouter là. Vous avez dit tout à l'heure que vous parlez parce que vous ne pouvez pas parler sans avoir enquêté au préalable. Monsieur Edi Minan est votre procureur de la République. Voilà un client pour le mandat de dépôt, non? Puisqu'aujourd'hui, Bob Mangom, lui également, qui n'est pas un danger, qui n'est rien, vous l'avez pris, vous l'avez amené à la prison centrale. Oui, vas-y. Vous l'avez pris, vous lui avez donné un mandat de dépôt. La même loi que vous avez appliquée à Bob Mangom pour des motifs soi-disant de diffamation et autres, c'est ça là qu'on veut voir aujourd'hui. C'est ça que nous voulons voir aujourd'hui contre M. Minsa. Comme ça, M. Minsa, qui a mené une enquête, va pouvoir prouver aux yeux de tous les Gabonais que vous, à la NINF, vous êtes plutôt des menteurs et que la solde est faite au Maroc. Parce que nous, on est, l'un dit que l'autre s'est fait au Maroc, vous dites que c'est fait ici. Mais c'est ça le grand, ce sont des menteurs. Pourquoi? Parce qu'on a envoyé M. Minsa à Port-Gentil, c'est lui qui représente le président. Écoute. Pédagogique et les directeurs d'académie et zones académiques provinciales. Ça, c'est Minsa à Port-Gentil, écoutez bien. Ont pu partager leurs préoccupations. Cet échange ouvert visait principalement à identifier les problèmes avant d'apporter les éclaircissements appropriés. Comparativement aux enseignants qui sont dehors, là, les camarades qui sont dehors, mais ceux qui sont dans la salle sont plus nombreux. Ceux qui sont dans la salle sont plus nombreux. Vous savez, M. Minsa est quand même quelqu'un de dangereux. Il est faux. J'ai suivi cette salle, dans la salle, tout ça. Est-ce que vous avez vu les commentaires des enseignants à Port-Gentil? C'était des administratifs, des gens de l'académie, des gens de l'administration, du ministère de l'Éducation nationale, de Port-Gentil qui étaient dans cette salle. Mais dans leur reportage, et lui en parlant, ils l'ont présenté comme étant, ils ont présenté les gens présents comme étant des enseignants. Des enseignants, c'est ça. Alors que c'est aussi manipulateur que ça. Donc c'est la NINF pour les menteurs. Moi j'aime bien les menteurs de la NINF parce que lui c'est lui que le président a envoyé. Ce qu'ils peuvent retenir, ils peuvent retenir que pour compter de fin février 2026, il y aura augmentation dans leur salaire pour ceux qui attendent les avancements. Il y aura augmentation dans leur salaire pour ceux qui attendent les replacements avec effet sol. Il y aura de nouveaux fonctionnaires pour compter du 25 février 2026 parce qu'il y a quand même un grand nombre d'agents publics qui travaillaient sans salaire et qui passeront en pré-salaire. Les Gabonais, les anciens doivent retenir que depuis... C'est lui qui sait qu'il y a augmentation des salaires, c'est lui qui sait qu'on va calculer. Donc, moi je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il raconte là-bas? Le monsieur est au su et au fait de tous les dossiers du ministère. Je n'en peux plus, vas-y, pardon. Mais là, tu vois, il y a tout à l'heure, en journée, j'ai fait un post. J'ai fait un post où je me suis personnellement adressé à M. Minsa et à M. Fumbula. Pourquoi? Aujourd'hui, ce sont les émissaires du pouvoir dans les plateaux télé. Ce sont eux, dans leurs plateaux télé, qui nous font comprendre que le mouvement SOS machin est illégal, il faut respecter la loi ou je ne sais trop quoi. Mais ce mouvement est né de quoi? Ce mouvement est né tout simplement du non-respect de la loi, justement. Monsieur Minsa, là, dans la vidéo, a parlé de pré-salaire, oui ou non? Le pré-salaire n'existe pas. Le pré-salaire, c'est pas dans le code de la fonction publique, effectivement. Le pré-salaire n'existe pas. La pré-retraite également n'existe pas. Alors que M. Fumbula et que M. Minsa viennent m'expliquer, eux qui sont les chantres aujourd'hui du droit, les chantres aujourd'hui de la pédagogie de la bonne gouvernance.
c'est quand même curieux que je ne les vois pas en croisade à travers les médias pour imposer, ou du moins pour pousser les gouvernants, ceux qu'ils servent, pour que cette pratique anticonstitutionnelle illégale cesse. Pour que désormais, si l'État embauche un enseignant, que cet enseignant, dès le mois qui suit, ait la totalité de son salaire. Mais ça attends, n'intéresse pas, M. pourquoi tu fais ça? Même Paga est venu dire que le président pour un partenariat gagnant-gagnant, que l'éducation c'est sa priorité. C'est fait qu'il est dans la vidéo là que j'ai mis là, parce que j'ai mis seulement l'autre, mais l'autre aussi est là. Ça veut dire que c'est des civils, même je ne comprends pas à quoi ils servent. Parce qu'on va lire, hein. Moi, je ne parle pas pour parler, je parle en me basant sur ce que la loi dit. On va lire tout de suite. Ce qui concerne la solde, donc la rémunération d'un agent public. Donc, je ne comprends pas aujourd'hui. Moi, vraiment, j'accepte de ne pas être pédagogique. Comme aujourd'hui, la pédagogie, c'est sur le peuple. La pédagogie, c'est pas sur les dirigeants qu'il faut la faire. Les lives pédagogiques, les longs postes kilométriques pédagogiques, c'est sur le peuple qui souffre, mais jamais sur les dirigeants. Donc moi, je voudrais savoir pourquoi aujourd'hui, notre syndicaliste diffamateur et menteur, notre député échoué, député de la transition échoué, pourquoi il ne se lance pas dans des campagnes à travers tous les médias possibles, puisqu'ils ont accès à tous les médias, pourquoi il ne se lance pas dans cette campagne, dans une campagne pour, de façon pédagogique, nous dire que le pré-salaire est illégal et qu'il n'existe nulle part. Pourquoi de façon pédagogique? Monsieur Fumboula et Monsieur Pierre Minsa ne viennent pas expliquer aux Gabonais pourquoi l'État continue de violer la loi et pourquoi eux préfèrent ne pas regarder ça, mais venir regarder les actions d'un mouvement. C'est ça. Nous allons lire, nous allons lire. Allez, je ramène les caméras. Nous allons lire tout de suite. Pour ceux qui ont Facebook, vous pouvez aller sur ma publication sur Rikoula Bernard Christian sur Facebook et vous allez lire le statut d'un agent public concernant la rémunération. Allons-y, on va lire. Voilà, j'y suis presque. La famille tapotée, sur Facebook. Il n'y a que 34 partages là, sur Facebook. Partagez dans les inbox, partagez sur WhatsApp. Copiez le lien, écrivez followers, écrivez à la une. Sur TikTok, c'est plutôt prendre des cœurs ou je ne sais pas, les cadeaux, les machins. Vous savez que c'est ça qui compte. Parce que vous savez comment il fonctionne. Là, on fait le live, on coupe. Demain, ma page peut disparaître. Or, si vous écrivez ça, good live, etc., ça contre les objectifs de TikTok. Parce que vous avez vu, vous avez entendu et vu les nombreux témoignages, dont toutes les attaques du mois dernier. Là, vous avez République Nguema, vous avez entendu ces témoignages. Les fameux ordinateurs qu'Olivier a distribués, qu'il a distribués à tous les kunabélistes, qui avaient pour mission de nous signaler massivement. Vous avez vu et entendu. Donc, ce ne sont pas des histoires. Vous comprenez que tout ce que nous sommes en train de dire, de vous lire le droit, ça dérange le pouvoir. Ça dérange. Donc, si nous n'avons pas de relais médiatique à travers les réseaux sociaux pour vous informer de ça et en même temps pour soutenir, vous comprenez que ce pouvoir va nous écraser. Si nous n'avions pas été le relais aujourd'hui de M. Edzo, de M. Marcel Ibama, vous comprenez aujourd'hui que la majorité des Gabonais auraient cru. Parce que déjà, une partie a cru que M. Libama était retraité, que M. Simon Edzo n'avait pas le droit de faire. Et ne demandons pas aux fils, aux enfants de M. Libama, ne demandons pas aux enfants de M. Edzo de venir sur les réseaux sociaux pour parler. Parce que vous savez que votre pays est bizarre. Vous savez que c'est maintenant l'expression. Que si l'un de ses parents vient sur les réseaux sociaux pour parler et expliquer ce qui se passe, il sera en prison comme jusque-là aujourd'hui notre frère Brice Onkira. Monsieur Brice Onkira, jusqu'aujourd'hui, on vous parle, est toujours en prison. Et sa femme et sa famille menacées. Donc notre force, c'est dans le partage. Ce qui fait peur à Oligui Nguema, c'est lorsque l'opinion publique, un moment, se lève et dit non, trop c'est trop. Christian, tu sais ce qu'ils font maintenant? Christian, tu sais ce qu'ils font maintenant? Depuis hier ou bien je ne sais pas quel jour, ils ont commencé à envoyer les messages dans les WhatsApp des gens pour menacer les gens maintenant. Tous les appels seront enregistrés. Tous les enregistrements d'appels seront sauvegardés. WhatsApp, Facebook, Twitter et tous les réseaux seront surveillés. Faites savoir à tous ceux qui ne savent pas. Vos appareils seront connectés à un système du ministère. Attention à ne pas envoyer de mauvais messages. Est-ce qu'ils ont l'électricité? Est-ce qu'ils ont l'électricité? Oh, bah, ouais, mais c'est quoi tout ça?
que Là, c'est donc le la police de mettre technicien. les avertissements. Au bout des temps Là, c'est le d'avertissement. technicien qui va vous parler. Écoutez, là, c'est Rekula, le technicien qui va vous parler. C'est techniquement impossible. C'est impossible que le Gabon, le Silam, tout ce que vous voulez, puisse enregistrer tous les appels téléphoniques et autres. C'est impossible. Même les États-Unis ne peuvent pas. Parce que tout enregistrement de conversation, d'appels téléphoniques, nécessite des capacités de stockage énormes. Donc, c'est-à-dire, là, c'est plus des disques durs, mais c'est des immeubles et des immeubles de disques durs, premièrement. Ça nécessite également des bâtiments aux normes, parce que plus vous aurez des racles de stockage, donc des disques durs, des espèces de disques durs, ça nécessitera des bâtiments entiers avec de la climatisation et de l'électricité en permanence. C'est pas possible, surtout nous au Gabon. Par contre, ce que le Gabon a pu avoir il y a quelques années, c'est un logiciel israélien qu'on appelle Pegasus. C'est un logiciel qui a réussi à espionner justement les paquets qui vont sur bon, je vais pas parler en termes de paquets. C'est un logiciel qui a réussi à décoder WhatsApp. Mais il décode WhatsApp, c'est pas tout le monde. C'est-à-dire qu'il cible. Et il faut aussi des mots-clés. C'est que si vous parlez, par exemple, et que vous dites Oligui ou assassin, etc., tout de suite, là, vous êtes susceptible d'être écouté par ces logiciels et autres. C'est comme ça que ça fonctionne, même aux États-Unis ou en France. Ou sauf si vous êtes vous-même déjà ciblé et qu'il y a un logiciel qui vous espionne, un logiciel dans votre téléphone. Voilà pourquoi la première chose, lorsqu'on vous arrête, lorsqu'ils arrêtent les leaders, ils prennent les téléphones, ils copient tout ce qu'il y a dans le téléphone et ils mettent un logiciel espion. Ce qui fait que la personne, si elle repart de là avec son téléphone et qu'elle ne le formate pas totalement, tout ce qu'elle fera sera su en temps réel par les éléments du SILAM. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ils vous envoient justement ces messages pour vous faire peur. Est-ce que vous comprenez? Regardez le rigolo. Quelqu'un qui a son truc des GSS. Et puis, ben, fais attention. Vous pensez que vous faites peur à qui? Vous pensez que vous faites peur? Vous voyez le message, là, les rigolos. Ça doit être le zozo de Nouk Nouk qui doit être derrière ça. C'est nombreux comptes. Baga, nous courez. Vous n'avez pas de... Donc, vous dire que le pays là, c'est que c'est des blagueurs. Ah. Donc, vous comprenez, ce sont des histoires. Donc, même si, non seulement WhatsApp a réglé ce problème, mais si jamais il y a toujours une version qui permet d'épier WhatsApp ou les télégrammes, sachez qu'ils font du ciblage. OK? C'est en fonction des mots que vous dites que tout de suite le logiciel vous regarde et commence à capturer ce que vous dites. Donc, si vous avez des choses à dire ou à faire, parlez même en langue. WhatsApp ne comprend pas le Nzebi, ne comprend pas le Pounou. OK? Vous pouvez même parler en français, mais en code. Voilà. Donc, ça, c'est pour la petite histoire. Maintenant, si vous avez été arrêté pour activisme ou quoi au Gabon, à coup sûr, le téléphone que vous aviez là, j'étais le même. J'ai été où? Parce qu'à coup sûr, ils vous ont mis un logiciel. Donc, même si vous formatez, il se peut même que ce logiciel soit créé pour qu'il soit toujours là. Donc, quand c'est ça, parenthèse, je voulais dire quand même quelque chose aux gens qui sont dans le SOS machin là, qui chassent tous les gens de ce syndicat là en question, de leur groupe là. On doit les bannir du groupe là. C'est des vendus ces gens là. Donc tout ce qu'ils vont parler là-bas, ils vont aller verser ça là-bas. On doit les chasser de ce groupe là, du syndicat de Minsa là. C'est les vendus. Et c'est eux qui prennent tout l'argent des autres et puis vont faire la fête et faire la sorcellerie. Donc vraiment, je demande aux gens qui sont les administrateurs des groupes là de les bannir. Vas-y. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, là c'est le technicien. C'est mon domaine. Mon diplôme, je suis manager. J'ai fait des études managériales en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc ça, c'est mon domaine. Vous comprenez? Je peux vous expliquer ça de façon plus technique. Voilà pourquoi la dernière fois, je vous ai expliqué les pirates, hein, les adresses IP, les adresses MAC, etc., etc. Ou les snipers, les logiciels espions qu'on vous envoie dans des photos. Quelqu'un va vous envoyer, ah, regarde la photo là, etc. Vous cliquez, mais vous ne savez pas. Vous voyez une photo, mais derrière cette photo, il y a un logiciel espion. Hein? Ou bien, on vous envoie, par exemple, pour piéger l'administration. Vous avez entendu Oligui, lui-même, il fait fuiter des documents. Mais souvent, dans ces documents qu'Oligui fait fuiter, c'est tout simplement pour repérer certains services. Parce que dans ces documents, il y a des données qu'on appelle les métadonnées. Ce sont des données qui vous donnent la machine, l'ordinateur, le logiciel, l'heure, le poste. Mais même là, lorsque vous avez ça, moi, lorsque je reçois des informations, vous avez des logiciels qui vous permettent d'effacer tout ça. Et aujourd'hui, Oligui Nguema, non seulement le mois dernier, il a fait venir un Marocain pour nous hacker, pour renforcer l'équipe de hacking. Ce Marocain est tombé gravement malade. Il a été rapatrié là au Maroc. Comprenez? Donc, qu'Oligui comprenne une chose, c'est que nous sommes là-bas chez lui. Oui. Et c'est ça qui fait mal à ce monsieur.
Vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire concernant Albert Ondoosa. Détourner des images. Ils ont fait monter une action, une opération, et ils ont détourné des images. Les vidéos que moi j'ai vues, en tout cas, elles me paraissent authentiques. J'ai passé ça par certains logiciels de reconnaissance d'IA. Ça me paraît également authentique. Et ça me dit qu'il y a une forte probabilité que ça soit authentique. Je parle des vidéos, hein, pas du son. Je parle des vidéos. Mais ces vidéos, par exemple, ne veulent rien dire. Une organisation, que ce soit là-bas en Suisse, ou d'ailleurs, il y a la voix d'un Gabonais dedans, a très bien pu approcher Ondoosa pour une affaire de contrat futur ou je ne sais trop quoi. Mais en fait, c'était une opération montée de toutes pièces. Et puis voilà, ils ont sorti quelques secondes d'images de leur contexte, et puis ils nous pondent un document, mais aucune vidéo ne montre Ondoosa signer ce document. On peut nous sortir n'importe quel document, on nous dit c'est Ondoosa. On vient, on nous met des empreintes soi-disant sur ce document. Quelqu'un a-t-il déjà vu un contrat signé où on met des empreintes? Mais pire, ils ont voulu dans leur manipulation faire passer Ondoosa en train de signer un contrat avec des mercenaires pour attaquer le Gabon. Et ici, bon, moi je pose un peu la question, hein, c'est une question de bon sens. Excusez-moi, ça c'est une petite parenthèse, avant qu'on ne lise le document. C'est une petite parenthèse. Vous avez déjà vu quelqu'un qui s'adjoint les services de mercenaires, qui signe un contrat avec eux? C'est quoi le but en fait? C'est que si les mercenaires arrivent à prendre le pouvoir, mais que le président en question, ceux qui ont fait président, en l'occurrence Ondoosa, ne respectent pas leur accord, quoi, ils vont faire quoi avec ce contrat? Ils vont aller au tribunal de Libreville dire Monsieur Ondoosa nous a pris pour faire un coup d'État, il nous a pas payé ou il n'a pas respecté. Ou bien ils vont prendre ce contrat pour aller à la Cour pénale internationale en disant regardez, voilà même ces empreintes. Non, ne vous laissez pas avoir par des grossières bêtises d'Oligui et de ses services de renseignement. Surtout quand vous voyez cette affaire qui sort ça, un pseudo-activiste d'Oligui et une pseudo-activiste qui vend les sandwichs au Gabon. Ce sont eux qui ont les images de Albert Ondoosa, soi-disant en Suisse, ou même sur un yacht, ou je ne sais trop. Non, non, non. Le ministre de la main tendue. Je vous dis qu'Oligui Nguema est aux abois. Il est totalement perdu. Bref, c'était la petite parenthèse. Allons-y, on continue. Donc, je disais que je vais vous lire ce que dit la loi gabonaise concernant la rémunération des fonctionnaires. On va voir ce que dit le droit. On va lire si dedans, on nous parle de pré-salaire. On va voir si on nous parle plus tard de pré-retraite. Parce que pour qu'Oligui Nguema, pour que Minsa et tous les autres viennent nous parler de pré-retraite, je crois qu'ils s'appuient sur le droit. Maintenant, s'ils ne s'appuient pas sur le droit et qu'ils justifient qu'ils ne puissent pas payer la totalité des salaires selon la loi, alors Oligui devra nous expliquer que si le Gabon n'a pas suffisamment d'argent pour payer les fonctionnaires, au point qu'il viole la loi en nous parlant de pré-salaire, alors l'argent qu'il attribue là à ces femmes, 2024, 12 milliards. 2025, 12 milliards, ça fait 24 milliards. 2026, 12 milliards encore, puisque c'est chacune 6 milliards, 6 milliards. Alors si nous n'avons pas d'argent pour payer les fonctionnaires, où trouve-t-on cet argent pour ces fondations qui n'existaient pas avant le 30 août? Moi, c'est la question que j'aimerais poser à M. Minsa, l'avocat de M. Oligui Nguema, et à M. Geoffroy Fumboula. J'aimerais également qu'on vienne nous poser la question, qu'ils viennent nous expliquer. Si nous n'avons pas d'argent pour payer les fonctionnaires gabonais, alors d'où est sorti l'argent pour acheter des avions, pour acheter des dizaines de voitures, pour acheter des dizaines de voitures aux ministres? Parce que ce dont je vous parle là, tout ça c'est consigné dans les rapports du FMI. C'est consigné dans les rapports de Tracfin, qui est un instrument juridique de lutte contre le blanchiment d'argent ici en France. C'est consigné dans les rapports de la COBAC. Donc on nous explique, moi j'ai besoin de comprendre, parce que lorsque j'étais à l'université, on nous a expliqué qu'une structure, et même vous, dans vos foyers, vous ne pouvez pas vivre au-dessus de vos moyens. Vous ne pouvez pas vivre, vous accorder des privilèges que votre économie, votre trésorerie ne vous permet pas. Donc Oligui Nguema, il faudrait qu'il explique aux Gabonais comment il n'a pas d'argent pour payer les fonctionnaires, au point qu'il viole la loi, comme ses prédécesseurs, mais qu'il a pu trouver de l'argent pour les fondations de ses épouses, qui sont des fondations qui ne servent strictement à rien. Bon, voilà ma question. Donc, nous allons... Moi aussi, je voulais demander, grand Christian, où Aurélien a trouvé l'argent pour vouloir construire au Yem? Parce qu'on a dit que les gens sont jaloux là-bas au Yem parce qu'ils veulent construire, c'est pourquoi il a enlevé son frère de là-bas. Donc, où Aurélien a trouvé l'argent pour vouloir construire à Oyem? Toute la ville de Yem. Concernant Aurélien Nguema, le frère d'Oligui, les fichiers du Trésor public que j'ai, qui sont originaux et dont aujourd'hui plus personne ne doute, croisés avec les différents rapports